merci aux organisateurs, à Saïd pour leur invitation dans un environnement juste incroyable au bord de la mer. Donc fermeture percutanée des FOP, pour qui? Et donc c'est un travail qui se fait en équipe aussi, hein, comme Julien Dreyfus l'a montré. Et il y a l'échographiste et le cathétériseur. Alors la définition et l'anatomie, c'est un défaut d'accollement du septum secondum vers le septum primum. Il n'y a pas de défect tissulaire contrairement à la CIA et ça entraîne un shunt droit-gauche intermittent. Donc voilà l'anatomie, donc c'est un trajet en baïonnette. Le shunt est obligatoire pendant la vie fœtale et ça concerne 15% de la population générale quand on recherche un FOP, ce qui permet de répondre à la première question. Non, il ne faut pas fermer les FOP si on les découvre dans la population générale, parce qu'il faudrait fermer 5 millions de patients en France, 3 millions au Maroc, donc c'est juste impossible. Vous avez ici les deux vues, donc la vue de l'oreillette droite qui montre le passage et la vue de l'oreillette gauche qui montre donc le clapet qui se retrouve fermé. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic? Le diagnostic se fait en ETT, alors c'est un shunt intermittent qui est variable en fonction de la pression de l'oreillette droite. Donc ça se fait au cours d'une ETT. On utilise ce qu'on appelle l'épreuve de bulle. Ça marche mieux avec les macromolécules type plasmion. On fait une émulsion avec 1 cc d'air. On a 2 seringues. Une seringue avec 9 cc de macromolécules et l'autre avec 1 cc d'air. On fait le mélange et ensuite on envoie par voie veineuse le mélange et donc l'épreuve de bulle. Et donc on définit un shunt intracardiaque quand il y a plus que 3 bulles qui apparaissent dans les cavités gauches après moins de 5 cycles. Il faut faire très attention à la recirculation parce que si on continue d'attendre, les bulles passent par l'arbre pulmonaire et reviennent dans l'oreillette gauche. Et donc on se retrouve avec des faux positifs et on se retrouve à avoir des shunts à fermer qui n'existent pas si on n'a pas été suffisamment rigoureux. Ça doit être un passage immédiat. Elle peut être soit spontanée, soit provoquée par une épreuve de Valsalva ou une épreuve de toux, ce qui rend la procédure plus facile par ETT que par ETO, surtout si vous faites les ETO sous sédation ou sous anesthésie générale, puisqu'il faut la coopération du patient. Donc on considère le shunt comme minime quand il y a 3 à 5 bulles, modéré quand il y a 5 à 25 bulles, donc il faut s'amuser à compter les bulles, et massif quand il y a plus que 25 à 30 bulles. Il y a une entité qu'on doit définir et qui fait partie des FOP dits à risque, c'est la coexistence d'un anévrisme du septum interauriculaire qui correspond donc à l'excavation du septum de plus que 10 mm au cours du cycle cardiaque. Et vous avez ici une épreuve de bulle avec un passage massif, donc l'existence d'un FOP massif avec un anévrisme du septum interauriculaire. Et vous voyez que le passage de bulle est massif et immédiat. Là, on est à plus que 100 bulles. Du coup, au bout d'un moment, vous pouvez arrêter de compter. Et vous avez ici la vue tridimensionnelle qui montre, je vais vous la faire rejouer, qui montre les variations respiratoires du FOP au cours du cycle respiratoire, donc le FOP qui s'ouvre et qui se ferme en fonction de la respiration. La fermeture du FOP, c'est donc une procédure de cathétérisme interventionnel. C'est une des plus faciles parmi ce que vous a montré Julien. C'est de loin la plus facile. Ça dure 10 minutes. On utilise des systèmes en nitinol, là, les emplateurs. Donc c'est des systèmes à mémoire de forme qu'on rentre complètement dans un cathéter et qu'on ressort de façon séquentielle dans l'oreillette droite et dans l'oreillette gauche. Je vais vous montrer l'intervention. Alors les indications, et l'indication la plus importante en volume, c'est le FOP et ce qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral cryptogénique, c'est-à-dire un accident vasculaire cérébral qui n'a pas fait de preuve évidente de son étiologie. Et on a la classification ASCOD, alors ça c'est plus le boulot des neurologues, mais on doit éliminer l'athérosclérose, notamment l'athérosclérose carotidienne et aortique. Les accidents vasculaires cérébraux lacunaires dus à l'hypertension artérielle,
toute autre cause d'embolie cardiaque, notamment la fibrillation auriculaire, les thrombus de l'auricule, l'infarctus et toutes les autres causes, les myxomes, etc., responsables d'embolie d'origine cardiaque, la dissection des artères carotidiennes. Et à partir de là, on définit, lorsqu'on n'a aucun de ces éléments, on définit l'AVC cryptogénique. Donc chez les patients de moins de 60 ans, ça correspond, avec un FOP, ça correspond à 40 à 50% des accidents vasculaires de moins de 60 ans. Le mécanisme est pas très clair. On évoque des embolies paradoxales à partir de thromboses veineuses profondes. Cependant, une thrombose veineuse est retrouvée seulement dans 10% des cas. Alors vous avez ici le passage du thrombus qui se fait directement sous vos yeux. C'est un patient qui était admis pour une fermeture de FOP. On fait le TO pré-intervention. Et hop, vous avez le petit thrombus qui est en train de passer par le FOP. Donc là, on avait bien la preuve que c'était la cause de l'accident vasculaire cérébral. Il y a eu en 2017 une grosse actualité sur une seule revue du New England Journal of Medicine sur la preuve de l'efficacité de la fermeture des FOP. L'étude CLOS, c'est une étude française collaboratrice, multicentrique, 660 patients, moins de 60 ans, un AVC récent cryptogénique et qui avait comme critère d'inclusion soit un FOP avec plus que 30 bulles en 3 cycles, soit un anévrisme du septum interauriculaire de plus que 10 mm. C'était randomisé, fermeture du FOP, aspirine ou AVK. Et donc on a eu une efficacité très franche de la fermeture du FOP avec une absence de récidive d'accident vasculaire cérébral qui était le critère majeur versus 8% de récidive au bout de 8 ans dans le groupe antiplaquettes seul. Et donc c'était largement significatif donc en faveur de la fermeture du FOP. Et donc ce qu'il fallait voir dans ces éléments, c'est qu'il y avait des complications liées au système et les complications, je ne sais pas si oui, on voit mon... Oh, pardon. Les complications étaient dues dans le groupe FOP à l'apparition d'une fibrillation auriculaire, comme si la prothèse elle-même allait déclencher une fibrillation auriculaire par irritation des oreillettes, alors qu'on avait cherché de façon très intrusive l'existence d'une fibrillation auriculaire chez ces patients. Et donc elle est déclenchée ensuite par la mise en place de la prothèse. Le nombre de décès était égal à 0 dans les deux groupes, avec un décès dans le groupe AVK dû à une hémorragie. Et donc le nombre d'accidents hémorragiques était supérieur dans le groupe antiplaquettes seul, sans que ce soit significatif. La deuxième étude publiée dans le même journal, c'était une étude scandinave avec le même type de critères d'inclusion et exactement le même type de résultats avec un avantage franc pour la fermeture du foramen ovale perméable. Ici, vous aviez 73% de réduction, 77% de réduction du risque d'accident vasculaire cérébral, et ce, quels que soient les sous-groupes, et notamment chez les patients très jeunes, 18 à 45, autant que dans le groupe 45 à 59, autant chez les hommes que chez les femmes, autant quel que soit le continent, et quelle que soit aussi la taille du shunt. Toutefois, les petits shunts n'atteignaient pas le seuil de significativité, mais c'était quand même du bon côté de la courbe. Et la troisième étude, Respect, qui a été sponsorisée par l'industrie, Saint-Jude qui a été maintenant à Abbott, et donc avec le même type de résultat très significatif en faveur de la fermeture du FOP. Alors, il y a un élément important lorsqu'on s'approche des zones critiques, quand il s'agit d'une femme de 20 ans qui fait un accident vasculaire cérébral sans aucun critère d'athérome, l'imputabilité du FOP dans l'AVC est quasi certaine. Néanmoins, on a des patients qui ont autour de 50 ans et qui ont des critères des raisons autres de faire un AVC, comme l'hypertension, le diabète, etc., le tabagisme. Et donc il y a le score ROPE qui a été créé et qu'il faut utiliser. Plus le patient est jeune, plus le score est élevé.
et moins il a d'antécédents cardiovasculaires et plus il est élevé. Et le risque de récidive après la fermeture du FOP est d'autant plus faible, c'est-à-dire qu'on diminue vraiment le risque lorsque le score ROPE est supérieur à 6. Donc plus le patient est jeune et moins il a d'antécédents cardiovasculaires. Les recommandations européennes et françaises sont assez faibles, c'est un consensus d'experts, on n'a pas de vraies recommandations européennes. On a des recommandations américaines qui ont été publiées l'année dernière dans Stroke, qui nous disent quoi? Qui nous disent que c'est un niveau d'évidence 1 de discussion à partir du moment où il y a un AVC cryptogénique, et du coup maintenant ça ne s'appelle plus des AVC cryptogéniques, ça s'appelle des AVC reliés à la présence d'un FOP. Il doit y avoir une discussion entre le cardiologue et le neurologue pour envisager la fermeture du FOP. Et il est en tout cas pas recommandé avec une force importante de le faire sans discussion. Et donc il faut aussi discuter avec le patient. Et c'est vrai que les patients, à partir du moment où ils ont fait un AVC, ils sont très demandeurs de faire un geste, même si le geste n'est pas forcément le plus indiqué chez les patients de 65 ans avec des facteurs de risque, etc. Alors voilà comment l'algorithme de décision, un accident vasculaire cérébral moins de 65 ans ou moins de 60 ans, on fait le bilan complet. Il faut bien sûr affirmer la présence d'un accident vasculaire cérébral. On fait l'imagerie des TSA, on fait les holters ECG répétés, plus ou moins des holters de longue durée, plus ou moins des reveals, plus ou moins les montres connectées maintenant qui marchent quand même très très bien. On fait l'échographie transthoracique avec épreuve de contraste. Elle peut être remplacée chez les neurologues par le Doppler transcrânien avec épreuve de contraste. Donc on fait la même chose et on regarde au Doppler transcrânien s'il y a des bulles qui passent. On ne le fait pas dans notre centre, mais apparemment ça marche plutôt pas mal dans les centres de neurologie qui ont plus facilement accès au Doppler qu'à l'écho ou à l'ETO. On fait une ETO pour chercher une cause d'origine cardiaque. Et en cas de FOP, on essaye de chercher l'imputabilité de l'accident vasculaire cérébral avec le FOP. Ça, c'est les systèmes reveal. Et évidemment, il faut éliminer des troubles de la coagulation qui peuvent être traités chez les femmes jeunes, notamment avec les contraceptifs, etc. Et ensuite, on discute et en fonction de la discussion, on décide de fermer ou non le shunt. Voilà, ça c'est pour vous dire la même chose. Alors la procédure, ça dure 15 minutes. Nous, on préfère le faire dans notre centre, dans le programme de structurel. On a tous les jours un programme de structurel. Et donc on fait un TAVI, un FOP, un mitraclip, etc. On fait tout avec l'anesthésiste et l'échographiste. Il faut que je me dépêche, mais c'est bientôt fini. Donc c'est guidé par échographie transœsophagien. On mesure le diamètre du septum pour adapter au mieux la prothèse. On cathétérise le septum et là vous voyez le premier disque qui sort, c'est sous écho. Le deuxième disque et donc qui se positionne bien sur le nimbus, là qui est la petite partie juste en regard de l'aorte. On fait le test de traction pour être sûr que la prothèse tient bien. On libère la prothèse et on fait un test de contrôle éventuellement avec des bulles pour s'assurer que le système est bien perméable. Voilà comment ça se passe en pratique guidée par les rayons X. Le premier, on sort le premier disque, on le met au contact de l'oreillette, on sort le deuxième disque et une fois que l'échographiste nous donne son accord, ça c'est quasiment en temps réel, on dévisse la prothèse et le shunt est fermé. Il y a d'autres situations, le syndrome de platine orthodéoxie, ce qu'on appelle les FOP pulmonaires, où il peut y avoir des désaturations qui surviennent. Et donc ce que je vous avais montré initialement, c'était un FOP pulmonaire avec des difficultés techniques. La prothèse ne se met pas forcément bien parce que le FOP est plus tunnelisé et donc on peut avoir des échecs comme ici. Et donc on a une petite astuce, c'est de faire une ponction transseptale en mettant la prothèse le mieux possible pour qu'elle reste bien, qu'elle ne prenne pas le tunnel et qu'elle se mette bien parallèle au septum. Et donc ici avec un bon résultat.
d'autres indications de fermeture de FOP qui sont plus discutées. Chez les plongeurs en bouteille professionnelle, où c'est montré qu'il peut y avoir des accidents de plongée plus fréquents chez ces plongeurs. On a eu un cas de désaturation d'altitude chez un alpiniste qui, au moment où il passait à un certain niveau, bon, c'était quand même 6000 mètres, il désaturait de façon très pathologique et c'était dû à l'augmentation de la pression pulmonaire due à la désoxygénation. Il rouvrait son FOP et là c'était la catastrophe et 2 fois il avait fallu le redescendre et on avait fait des tests d'épreuve d'effort en désaturation et effectivement on remettait en évidence le FOP. Les patients qui ont des maladies pulmonaires avec des FOP qu'on peut essayer d'améliorer. Le traitement, et j'en ai bientôt fini, on recommande, alors c'est complètement empirique, un Plavix aspirine pendant 1 à 6 mois après la fermeture et puis un traitement par simple anti-agrégation pendant 5 ans ici dans ce papier. Nous on a plutôt tendance à faire 1 an. Chez les patients qui ont des FOP neurologiques, on a toujours du mal à arrêter l'aspirine parce que l'imputabilité chez les patients qui ont autour de 50 ans, 40 ans, l'imputabilité du FOP est rarement de 100% et donc on préfère leur laisser un peu d'aspirine. Voilà, c'est une procédure relativement simple. La première indication, c'est le FOP neurologique et ça prend beaucoup de place. Et puis, il y a d'autres indications qui sont les FOP chez les plongeurs, les FOP pulmonaires. Voilà, il y a besoin de l'échographie. Et puis, il faut s'attendre effectivement à un élargissement des indications. Je vous remercie.